Bonjour à tous. On a attendu quelques minutes, histoire de laisser un petit peu les derniers retardataires le temps de se connecter. Donc, je vous propose que l'on débute ce petit webinaire sur la réforme de la facturation électronique. Donc, je me présente, je suis Olivier Dias, je suis au cabinet Fidal dans le département fiscal depuis 7 ans et je m'occupe de tous les sujets liés à la fiscalité dématérialisée, donc tous les sujets, on va dire, à la croisée des chemins entre l'informatique et la fiscalité, donc la comptabilité informatique, les pistes d'audit fiable, la facturation électronique, les contrôles fiscaux informatiques, etc. Et donc, vous avez probablement entendu parler de la réforme de la facturation électronique qui va entrer en vigueur très prochainement, globalement dans à peine un peu plus d'un an. Et c'est un sujet majeur qui a été mis en place par deux lois de finances successives et dont une bonne partie des textes sont sortis maintenant, ce qui nous permet d'avoir une bonne vision des choses. C'est quelque chose qui va vraiment révolutionner la façon dont les entreprises vont recevoir et émettre des factures. Vous allez le voir. On va essayer de vous présenter ça de manière voilà, assez précise. Pour autant, effectivement, en 45 minutes, on ne pourra pas rentrer dans tous les détails et on se tiendra évidemment à votre disposition si vous voulez en savoir plus. Alors, juste en quelques mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas, effectivement, je vous ai dit que je faisais partie du cabinet Fidal. Le cabinet Fidal, c'est le premier cabinet d'avocats d'affaires en France et avec des bureaux un petit peu partout. 2300 avocats et collaborateurs, effectivement, on travaille sur tous les sujets liés au droit des affaires et pour ma part en particulier, effectivement, à la fiscalité. Alors, ce matin, on va voir globalement trois grands points. Le premier, c'est évidemment vous expliquer en quoi va consister cette réforme. En deuxième, on va effectivement expliquer quels sont les points qui sont encore éventuellement en attente ou pour lesquels on n'a pas encore toutes les informations. Et puis, évidemment, un point important, c'est avec vous, les entreprises, comment mettre en place ce projet qui va de fait concerner tout le monde et qui va vous impacter, on va le voir, assez fortement. Alors, sur les grands principes, je voulais partir dans un premier temps de la base. La base, c'est ce qui se fait actuellement. Actuellement, en matière de facturation, on va pas passer beaucoup de temps dessus, mais vous savez, il y a des règles qui sont assez complexes. Vous devez émettre, recevoir des factures avec un certain nombre de règles, comme je le disais, et ces règles, elles vont concerner effectivement le format des factures, elles vont conserver la manière dont vous archivez ces factures, à la fois en termes de durée, mais également, par exemple, en termes de conservation. Vous avez actuellement la possibilité d'envoyer des factures sous plusieurs formats, envoyer et recevoir, c'est-à-dire vous pouvez envoyer et recevoir des factures papier, vous pouvez envoyer et recevoir des factures électroniques. Vous pouvez ajouter à ces factures électroniques une signature électronique, une terme de sécurisation supplémentaire. Vous avez des transferts de factures en EDI. Et effectivement, tout ça est assez compliqué et évidemment, tout ça se rejoint également sur le contenu même des factures qui est réglementé puisque vous avez des mentions bien spécifiques, obligatoires à respecter pour l'ensemble des factures. Donc ça, c'est la situation actuelle. Tout ça va être profondément modifié par la réforme à venir, de la manière dont je vais vous parler. La première étape, c'est d'où tout ça vient. Effectivement, ça fait plusieurs années que le législateur et l'administration fiscale se posent la question de comment passer à cette facturation électronique. Et donc, effectivement, je vous l'ai dit, la loi de finances 2020 et la loi de finances 2021 ont mis en place ces grands principes avec, on va dire, une publicité qui est faite en fait à cette réforme qui tourne autour de 4 grands points. Le premier point, c'est effectivement le fait que la facture électronique renforce la compétitivité des entreprises, puisque en termes d'organisation et de coûts, une fois que tout est en place, c'est théoriquement
plus rapide et moins cher. On va le voir, tout ça nécessite quand même une certaine mise en place. Du point de vue de l'administration fiscale, évidemment, il y a un très gros sujet qui est la lutte contre la fraude à la TVA, et on le verra, c'est même, j'allais dire, presque le principal sujet qui a poussé le législateur à aller dans cette direction. Et puis également est mis en avant une connaissance par l'État de l'état en fait des entreprises par le biais de l'analyse de leurs factures entrantes et sortantes, puisque je vous le dis, c'est pas une exclusivité, mais l'intégralité des factures que vous allez recevoir et émettre vont pouvoir être vues par l'administration, évidemment l'administration fiscale, mais pas que. Et donc, à ce titre-là, effectivement, ces informations-là pourront être utilisées à d'autres fins. Et puis, l'objectif final, je vous ai parlé de la lutte contre la fraude à la TVA, mais l'objectif final pour toutes les entreprises françaises, c'est de passer à une déclaration de TVA pré-remplie, c'est-à-dire sur le même principe que la déclaration d'impôt sur le revenu, qui maintenant, depuis quelques années, est pré-remplie pour les particuliers. Eh bien, cette déclaration de TVA, la déclaration CA3 que vous devez tous remplir, arrivera pré-remplie dans les entreprises et pourra évidemment être modifiée pour être ensuite déclarée. Donc ça, c'est les grands principes. Alors, cette réforme, en quoi elle va consister? Et c'est là un des points les plus importants. Cette réforme, elle est organisée en deux grands volets. Le premier volet, on en a tous plus ou moins entendu parler, c'est ce qui est appelé dans la loi, j'utilise un terme anglais, mais c'est comme ça que c'est présenté par l'administration fiscale française, c'est le e-invoicing. Alors le e-invoicing, c'est quoi? C'est l'obligation de transmettre des factures entre un fournisseur et son client de manière totalement dématérialisée. D'accord? Alors, ça veut dire quoi, transmettre une facture de manière totalement dématérialisée? Ça veut dire qu'il ne sera plus possible d'envoyer des factures papier, on va le voir, les formats vont être réglementés, et donc l'intégralité des entreprises françaises vont devoir passer par ce biais-là. Alors, quand je dis l'intégralité des entreprises françaises, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne concerne effectivement que les entreprises qui s'échangent des factures en franco-français. Ça ne va pas concerner les opérations avec l'étranger, que ce soit l'Union européenne ou le grand export. Et puis, ça ne va pas concerner également certaines activités qui sont exonérées de facturation, comme le secteur médical, le secteur bancaire dans certaines conditions, ou un cas particulier, effectivement, les transactions liées à un marché de la défense nationale. Donc, ça, c'est le grand principe. Ça veut dire quand même que ça concerne énormément d'entreprises. Je précise également que ça concerne les entreprises qui sont assujetties à la TVA. Et donc, voilà, ça représente, on va dire, la grande majorité des entreprises françaises. Donc, toutes ces entreprises vont devoir s'échanger des factures de manière dématérialisée. On va le voir ensuite de quelle manière. Mais ce n'est pas tout. Puisque la réforme s'accompagne d'un deuxième volet qui est, j'allais dire, presque tout aussi important, qui est ce qu'on appelle le e-reporting. Ça veut dire que les entreprises vont devoir, en plus de s'échanger entre elles des factures dématérialisées, faire du reporting auprès de l'État pour un certain nombre de transactions. Alors, pourquoi et quelles transactions? Pourquoi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif de l'administration fiscale française, c'est de pouvoir adresser aux entreprises des déclarations de CA3 pré-remplies. Pour pré-remplir une déclaration de CA3, il faut que l'administration fiscale ait connaissance de l'intégralité des transactions qui peuvent avoir un impact et générer de la TVA collectée ou déductible. Or, je vous ai dit, le invoicing ne concerne que les opérations franco-françaises. Ça veut dire que toutes les opérations vis-à-vis de l'Union européenne, dans lesquelles il peut y avoir des impacts TVA, de la TVA autoliquidée, etc., ces opérations ne seront pas connues via le invoicing et donc elles devront être reportées, dire que ça comme ça, auprès de l'administration fiscale française. Donc, tout ce qui est transaction en B2B international, à la vente ou à l'achat, va devoir être déclaré à l'administration fiscale française. Deuxième point, les opérations en B2C. Il n'y a pas d'obligation de facturation avec les particuliers, sauf dans des cas très spéciaux. Ces opérations en B2C vont devoir également être reportées auprès de l'administration fiscale française pour qu'elle puisse connaître les montants de TVA collectés dans des ventes aux particuliers. Et puis, dernier point qui doit faire l'objet de reporting, ça va être ce que l'administration appelle le cycle de vie des factures.
et en particulier les données de paiement des factures concernant les prestations de services. Vous le savez peut-être, en matière de TVA déductible, vous avez un principe de déductibilité au paiement au moment, concernant les opérations de prestation de services, et donc forcément l'administration fiscale a besoin de connaître la date de paiement pour déclarer, pour pré-remplir les déclarations de CA3. Donc ces 3 points-là vont faire l'objet également de reporting, d'accord ? Ces sujets-là, le invoicing, le reporting, vont être obligatoires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui dit obligation dit sanction. Le principe, c'est de pénaliser les entreprises, les assujettis qui n'auraient pas respecté ces obligations, avec des amendes qui sont créées spécifiquement de 15 € par facture qui n'aurait pas été envoyée en invoicing et 250 € par transmission de e-reporting manquante auprès de l'administration. Il faut savoir que ces amendes sont plafonnées avec des principes de régularisation spontanée. Donc, ces sanctions ne sont pas, on va dire, démesurées, mais elles existent et effectivement, elles devront être respectées. Les plateformes partenaires, j'en parlerai. Juste après, effectivement, il y a des sanctions également pour les opérateurs, on va le voir, qui seraient amenés à être défaillants concernant leurs obligations de transmission des factures. Alors, le calendrier de la réforme, c'est très important. Le calendrier de la réforme, il est en 2 temps. Vous voyez que le calendrier est différent selon si on parle de la réception des factures ou de l'émission des factures. Et le premier point le plus important, c'est que la réception des factures concerne toutes les entreprises françaises au 1er juillet 2024. C'est-à-dire dans globalement 1 an et demi, vous allez tous dans vos entreprises recevoir des factures dématérialisées avec le nouveau système d'envoi de factures. Vous avez tous dans vos entreprises des fournisseurs qui seront concernés par l'émission dans sa première tranche. Si je prends par exemple des fournisseurs d'énergie ou des fournisseurs de télécom par exemple, c'est des grands opérateurs nationaux ou internationaux et qui vont être concernés par cette obligation en émission. Donc, la première étape, c'est de se dire effectivement au 1er juillet 2024, on va tous recevoir des factures comme ça. Et puis, deuxième étape, c'est en termes d'émission. Là, par contre, l'entrée dans la réforme, elle est étalée dans le temps en 3 ans. 1er juillet 2024 pour les plus grandes entreprises. Globalement, je vous ai mis les seuils effectivement sur cette diapositive avec un effectif de plus de 5000 personnes et un chiffre d'affaires annuel d'1,5 milliard €. 500 millions d'euros, pardon. Donc, ces entreprises-là vont être concernées dès le 1er juillet 2024. La deuxième étape, 1er janvier 2025, donc 6 mois après, va concerner les ETI. Et puis, vont rentrer dans la réforme toutes les autres entreprises, c'est-à-dire, on va dire, la grande majorité des entreprises françaises au 1er janvier 2026. Donc, ça paraît loin. On discute avec beaucoup d'entreprises, de clients qui nous disent au 1er janvier 2026, j'ai le temps. Alors oui, c'est pas tout de suite, mais il faut bien avoir en tête que dès le 1er juillet 2024, toutes les entreprises vont pouvoir recevoir effectivement des factures avec ce nouveau schéma. Alors ce nouveau schéma, comment est-ce qu'il fonctionne? C'est ce que l'administration et les législateurs ont appelé le schéma en Y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous rentrez dans la réforme, vous n'aurez plus la possibilité, il sera interdit, d'envoyer des factures directement d'un fournisseur à son client. L'intégralité des factures vont devoir transiter par une sorte de plateforme centrale, étatique, qu'on appelle le portail public de facturation, et qui va donc faire transiter l'ensemble des factures françaises, en extraire les données qui l'intéressent et transmettre ces données à l'administration fiscale française, qui va donc avoir ces données en temps réel. Sur ce petit schéma, vous voyez que sur la partie gauche, vous avez les fournisseurs, sur la partie droite, vous avez les clients, et donc l'ensemble des factures vont devoir transiter par cette plateforme. Alors, il y a une petite particularité, c'est que cette plateforme, elle sera publique, elle sera donc
gratuite. Vous pourrez vous y connecter de plusieurs façons, hein, soit en mode portail, en EDI, avec des API de vos systèmes d'information. Mais il y aura la possibilité pour les entreprises également de se connecter via des plateformes partenaires qui feront en quelque sorte office d'intermédiaire entre les entreprises et le portail public et qui vont pouvoir rendre un certain nombre de services complémentaires aux entreprises. Tout ça va être basé sur un annuaire dont je parlerai juste après, qui va permettre effectivement à ces plateformes de faire le lien entre les différentes entreprises. Les factures vont devoir respecter de nouvelles obligations, à la fois en termes de format, mais également en termes de mentions obligatoires. On va le voir juste après. Vous avez de nouvelles mentions obligatoires qui vont devoir être rajoutées. Et puis, vous avez également, par exemple, la numérotation de la facture qui va être normée et qui va devoir être modifiée. Donc, tout ça nécessite un certain nombre d'anticiper cette réforme pour être prêt le jour J. Et puis, sur le format, effectivement, je le disais, seulement 3 formats vont être acceptés à terme. Ce sont les formats UBL, C2I ou FactureX. Ce sont des formats de factures structurées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le PDF va également disparaître. Donc, la facture toute simple en PDF, vous ne pourrez plus l'envoyer à votre client, évidemment, directement, mais même plus non plus via les portails, les différents portails publics ou partenaires par lesquels vous allez transiter. Alors, dans les acteurs, effectivement, comme je le disais, vous avez les entreprises, donc c'est-à-dire vous tous. Vous avez le portail public de facturation, je l'ai dit, c'est ce portail qui va être basé, pour ceux qui connaissent, sur Chorus Pro, qui est actuellement Chorus Pro, la plateforme qui vous permet d'échanger des factures avec les administrations, l'État, les collectivités territoriales, etc. Donc, c'est finalement ce Chorus Pro qui va être étendu. Et puis, vont venir effectivement s'intercaler des plateformes partenaires qui vont être agréées par l'État et qui vont offrir des services complémentaires, ou ce qu'on appelle des opérateurs de dématérialisation, c'est-à-dire des entreprises, il en existe déjà un certain nombre sur le marché, qui vont vous permettre de vous assister dans la partie un peu technique de dématérialisation des factures, mais qui n'auront pas toutes les possibilités qu'auront effectivement les plateformes partenaires. Donc, tout ça va devoir s'articuler effectivement dès le 1er juillet 2024, mais également, tout ça va devoir s'appuyer sur l'annuaire. Alors, j'insiste particulièrement sur cet annuaire, parce que l'annuaire, c'est finalement une sorte de grosse base de données qui va recenser l'intégralité des entreprises françaises et qui va permettre aux plateformes de savoir, quand elles reçoivent une facture d'un client A, à qui, comment connecter et comment envoyer cette facture au client B. Cet annuaire, il va être basé sur la base sirène des entreprises, mais il va pouvoir être ajusté, modifié et contrôlé par les entreprises elles-mêmes. Et donc, c'est pour ça que j'en parle et j'insiste sur ce sujet-là. Il va falloir, dès l'ouverture de cet annuaire qui devrait se réaliser dès le début 2024, voire sur la toute fin de 2023, donc on va dire au 1er janvier 2024, il va falloir que l'intégralité des entreprises françaises aille vérifier sur cet annuaire les informations qui les concernent pour pouvoir recevoir les factures. Parce que si vous êtes mal paramétré dans cet annuaire, vous ne recevrez pas les factures qui vous sont destinées, puisque tout passera par ce biais-là. Dernier point sur les factures en elles-mêmes, je vous ai dit, il va y avoir des nouvelles mentions obligatoires. Là, j'ai essayé de vous recenser l'intégralité des mentions obligatoires qui vont être prévues au démarrage de la réforme, sachant que d'autres mentions obligatoires sont prévues pour entrer en vigueur progressivement, mais on va déjà, dans un premier temps, évoquer celle-ci. Alors, ici, il y a à peu près toutes les mentions obligatoires classiques et je vous ai souligné les mentions obligatoires nouvelles qui vont devoir apparaître sur les factures. Alors, en quelques mots, vous avez la généralisation du numéro de TVA intracommunautaire du client, y compris maintenant donc, pour les factures franco-françaises, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. L'option du paiement de la TVA sur les débits, qui est également optionnel sur les factures et qui est donc maintenant obligatoire, puisque, comme je vous l'ai dit, pour
savoir, pour pré-remplir une déclaration de TVA, l'administration fiscale a besoin de savoir si vous collectez la TVA sur les encaissements, sur les débits. Et puis également des notions de catégorisation de la facture sur est-ce qu'il s'agit de livraison, est-ce qu'il s'agit de prestation de service ou d'une opération mixte, et puis également les lieux de réalisation, puisque tout ça a des impacts sur la collecte et la déductibilité de la TVA. Donc ça, c'est effectivement sur la partie, on va dire, plus facture en elle-même. Alors, là, je vous ai fait un bref résumé de cette réforme. Pour autant, il y a encore quelques petits points qui sont en cours d'ajustement. Tout ça, en fait, et toutes ces informations-là sont on va dire, décrites dans ce qu'on appelle des spécifications externes. C'est un document qui est librement téléchargeable sur le site de l'administration fiscale française. Vous avez ici les dates des différentes versions qui sont sorties. Et ce document-là rentre effectivement dans des détails un petit peu techniques sur la réforme à venir. Et l'élaboration de ce document a été accompagnée par des groupes de travail qui ont eu lieu depuis maintenant bientôt 2 ans, groupe de travail auquel effectivement nous, FIDAL, on a participé comme les principaux acteurs de cette réforme-là, et ce qui effectivement nous permet d'avoir ces informations et de pouvoir vous les présenter. Pour autant, il y a encore quelques points qui sont en attente et qui devraient être rapidement précisés par l'administration fiscale. Je vous en cite quelques-uns. Vous avez effectivement les délais de transmission et les fréquences de transmission du e-reporting. Je vous l'ai dit, vous allez être obligé de faire du reporting régulièrement auprès de l'administration fiscale pour les opérations en B2C, les opérations internationales et puis les opérations notamment de paiement des factures. On ne sait pas encore à quelle fréquence ce reporting va devoir être fait, puisque il y a un peu on va dire des requêtes différentes de la part des entreprises. Certaines entreprises veulent ne pas le faire trop souvent parce que effectivement ça peut être lourd, et puis d'autres à l'inverse qui ont des flux très importants souhaitent pouvoir faire ce reporting assez fréquemment pour ne pas engorger un petit peu leurs ressources et leur réseau sur ces transactions-là. Vous avez également des précisions qui sont en attente sur les entreprises nouvelles, parce que quand une entreprise va se créer, il faut qu'elle puisse envoyer et recevoir des factures tout de suite. Or, il y a un certain délai avant qu'elle puisse être dans la base sirène, donc tout ça va être précisé. Les factures PDF, je vous en ai parlé, je vous ai dit à terme, effectivement, il ne sera plus possible d'envoyer et de recevoir des factures PDF telles que, on va dire, la grande majorité des entreprises qui font de la dématérialisation de factures font actuellement. Ces factures PDF, pour autant, l'administration a dit, bon, on va autoriser une période de tolérance, et cette période de tolérance, pendant cette période, il y aura la possibilité toujours d'envoyer des factures en PDF. Sauf qu'on ne sait pas combien de temps va durer cette tolérance, donc ça aussi, ça fait partie des choses à ajuster, et puis après des points plus techniques. Le point important, c'est que lors de la dernière réunion de travail qui a eu lieu il y a quelques semaines de ça, l'administration fiscale a précisé que la dernière version des spécifications externes, la version 2.0, cette version est cristallisée, c'est le terme qu'elle a employé, c'est-à-dire que son contenu ne serait pas modifié. Il pourrait y avoir quelques ajouts, mais le contenu actuel ne serait pas modifié et donc pouvait être utilisé pour déjà commencer à préparer effectivement l'entrée dans cette réforme. Alors, justement, l'entrée dans cette réforme, comment est-ce que va vous conseiller par quel bout prend en fait cette réforme. Il y a plusieurs étapes qui sont importantes. 3 grandes étapes, j'allais dire. La première, c'est celle qu'on va vous conseiller de commencer dès maintenant, c'est-à-dire commencer en amont de la réforme à préparer cette réforme, vérifier, faire une sorte d'état des lieux de la façon dont vous envoyez et vous recevez des factures dans vos entreprises actuellement. Est-ce que vous envoyez des factures papier? Est-ce que vous envoyez des factures numériques? Quelle est votre gestion de la TVA? Est-ce que vous avez une documentation de piste d'audit, etc. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le projet de réforme en lui-même. Comment est-ce que vous allez rentrer dans cette réforme? Est-ce que vous allez
avoir besoin de partenaires techniques ou autres pour entrer dans cette réforme. Ça, c'est la deuxième grande étape. Et puis la troisième, effectivement, c'est quand vous serez dans cette réforme, comment est-ce que je gère cet envoi en flux tendu, enfin en flux continu de vos factures, et comment est-ce que je fais mon reporting, quelles sont les données que je transmets à l'administration fiscale. Alors, si on rentre un tout petit peu plus dans le détail de ces trois grandes étapes, la première étape, je vous l'ai dit, c'est faire l'état des lieux de ce que vous avez dans vos entreprises. Il y a une première action qui est incontournable, c'est cartographier l'ensemble de vos flux d'achat, vos flux de vente. Est-ce que ces flux vont être concernés par le e-invoicing? Est-ce que ces flux vont être concernés par le e-reporting? Comment est-ce que je les envoie actuellement? Comment mon système d'information est organisé? Ça, c'est une première étape qui est importante. Est-ce que j'utilise déjà des partenaires de dématérialisation? Donc ça, c'est vraiment la toute première chose qu'on vous encourage effectivement d'engager assez rapidement. La deuxième étape, c'est une fois que vous avez recensé l'ensemble de vos flux, comment est-ce que vous les traitez? Quel est le traitement TVA de ces flux? Est-ce que le paramétrage de votre TVA est correct? Est-ce que votre système d'information est bien paramétré pour appliquer ces règles de TVA? Est-ce que j'ai l'ensemble des mentions obligatoires qui sont présentes sur mes factures? Est-ce que j'ai tous mes numéros de TVA dans mes bases clients et fournisseurs? Est-ce que mes numéros de TVA, je les vérifie régulièrement? Est-ce que les numéros de TVA intracommunautaires, ils sont justes? Parce que parfois, effectivement, on a des surprises. Est-ce que mes données sont bonnes? Est-ce que je peux les extraire facilement? Et puis, comment est-ce que j'utilise ces données pour faire mes déclarations fiscales? Donc là, il y a un vrai sujet de vérification de la bonne qualité de vos données fiscales concernant vos factures et de la propreté de ces données, puisque vous allez, je vous le rappelle, transmettre ces données en temps réel à l'administration fiscale. Donc là où l'administration fiscale, parfois, lors de contrôles, était amenée à faire des sondages, et puis si on avait un peu de chance, elle ne voyait pas qu'il y avait certaines factures qui n'étaient pas forcément impeccables, et maintenant, elle va le voir systématiquement. Donc c'est très important. Et puis le troisième point de cette gestion de projet, c'est est-ce que vous avez une documentation de piste d'audit fiable? Je vous rappelle que cette obligation de documentation, elle existe depuis 2013 et qu'on a encore beaucoup d'entreprises qui ne sont pas équipées de cette documentation, et l'administration fiscale a insisté dans les groupes de travail sur le fait que cette obligation a été maintenue et très importante dans le cadre de cette réforme, puisque l'établissement de cette documentation, c'est ce qui va permettre de recenser effectivement l'ensemble des flux et de vérifier comment ces flux sont traités, est-ce qu'il y a des contrôles internes sur ces flux, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment les points importants. Et puis, dernier point, c'est ce qu'on appelle les cas d'usage. Donc, vous le verrez si vous regardez les spécifications externes. Vous avez une grosse vingtaine de cas particuliers qui sont traités en fait dans ces spécifications externes. Et ces cas particuliers vont vous permettre de savoir, dans le cadre de ce e-reporting, de ce e-invoicing, comment est-ce que vous devez traiter. Alors, on va parler, je ne sais pas, des notes de frais, on va parler des factures avec un mandat de facturation, de l'auto de facturation, on va parler de tout un tas de sujets où la facture est, on va dire, pas simple, et qui sont donc gérés et précisés effectivement dans cette document. Deuxième étape, effectivement, je vous l'ai dit, la gestion de projet. Il va falloir vous décider, est-ce que vous vous débrouillez entre guillemets seul? Est-ce que vous faites appel à un opérateur de dématérialisation? Est-ce que vous faites appel à une plateforme partenaire? Comment est-ce que vous gérez effectivement la sortie et l'entrée de vos factures? Tout ça, je l'entends parfois, et tout ça ne va pas simplement se gérer par j'ai un éditeur, j'ai mon éditeur de mon logiciel avec lequel je fais mes factures, c'est bon, je fais confiance à mon éditeur, il va me rajouter une fonctionnalité et puis tout va bien se passer. C'est plus compliqué que ça, puisque vous le voyez, il y a du e-reporting, il y a des flux de facturation qui parfois sont un peu exotiques ne peuvent pas être traités simplement de manière simple. Et puis, vous avez toutes les factures entrantes. Donc, tout ça est beaucoup plus compliqué que je change simplement ou je mets à jour mon logiciel de facturation. Et puis, effectivement, il y a l'entrée dans cette réforme, en entrée, en sortie. Si vous êtes un groupe, effectivement, vous pouvez avoir plusieurs entités qui peuvent potentiellement rentrer à des dates différentes. Donc, comment est-ce que je peux harmoniser ou pas ce genre de choses? Donc, voilà, ça, c'est la partie, je rentre vraiment dans la réforme.
Et puis, effectivement, je gère également la partie e-reporting, cycle de vie des factures. Ce n'est pas quelque chose dont on a forcément l'habitude. Comment est-ce que, quand j'envoie une facture à mon client, je vais gérer l'acceptation de cette facture par mon client, éventuellement son rejet, est-ce que je dois faire un avoir, comment je suis effectivement la vie de ma facture et comment est-ce que je déclare que le client m'a payé, puisque cette obligation de déclarer le paiement des factures repose sur l'émetteur de la facture. Donc tout ça, effectivement, nécessite vraiment de monter un projet lié à cette réforme, j'allais dire le plus rapidement possible. Voilà, donc c'est la partie gestion de projet, c'est un petit peu ce que je vous ai dit. Vous avez également une partie importante, c'est que l'émission et la réception de factures, ça repose généralement actuellement dans les entreprises sur un certain nombre de personnes, sur des équipes. Il y a l'équipe comptable, mais il y a également les équipes ventes, les équipes achats qui peuvent parfois émettre ou recevoir des factures, et il va falloir que ces personnes-là soient également impliquées dans cette réforme, puisque ça va modifier la façon dont tout le monde va émettre et recevoir des factures. Donc c'est aussi un point important. Voilà sur les gros sujets. J'ai essayé de tenir un délai pas trop long. C'est évidemment difficile de rentrer dans tous les détails en 30 à 45 minutes. Voilà, on a des formations qui sont prévues dans les prochaines semaines. Je vous ai indiqué ici quelques dates sur la région Rhône-Alpes où je me trouve, mais effectivement, pour ceux qui se connecteraient depuis d'autres régions, il va y avoir globalement des formations prévues dans à peu près tous les bureaux FIDAL de France. Je vais en organiser également dans la région toulousaine, dans la région de Clermont-Ferrand. Donc, il y a des choses qui vont se passer partout. Ces formations sont sur une demi-journée. Effectivement, on a beaucoup plus le temps de rentrer dans les détails. Voilà en une grosse demi-heure ce que je peux vous dire sur cette réforme. Il nous reste un petit peu de temps. On a essayé de maintenir effectivement un peu de temps pour éventuellement des questions. Donc, si certains veulent prendre la parole et poser éventuellement des questions, on peut prendre 10 minutes pour…